Je crois qu'il y a trois raisons. Et sans une des trois, ça ne marche pas. Il y a une raison économique, il y a une raison culturelle, il y a une raison historique. La raison culturelle est la plus ancienne et la plus évidente quand on y pense, c'est qu'on est un petit territoire, enfoncé quelque part au milieu de l'Europe entre des cultures qui sont dominantes et qui se sont beaucoup fait la guerre, y compris chez nous. On a donc été beaucoup occupés par nos voisins, nos grands voisins, les Espagnols, avec des censures épouvantables. Et si on voulait exister pendant ces périodes-là, on devait inventer un langage. Et ce langage, c'était celui de l'image. On a inventé la peinture à l'huile à 100 km de Bruxelles avec les frères Van Eyck au XVe siècle. Bruegel est un peintre populaire de son temps. Et il peint quoi? Il peint, en pleine acquisition espagnole, il peint le massacre des innocents. Il peint une scène biblique, à part qu'il met le décor d'un village du Brabant qui est la banlieue de Bruxelles. Et donc, les Bruxellois ont compris de quoi on parle. C'est un dessin politique extraordinaire. Et donc, ce langage-là, qui passe à travers l'image, les censeurs, d'où qu'ils soient, ne le comprennent que très rarement. On a des héros qui sont pas toujours terribles. On va se fabriquer Thiel, le Nullspiegel pour la Flandre, mais la Flandre, elle est grande, à l'époque, elle déborde partout. Et donc, on a des personnages comme ça, on ne se prend pas tout à fait au sérieux. Comment pourrait-on l'être? Et on est un peu ce que d'aucuns ont appelé un pays en creux. Il y a une sorte de belgitude, un peu lourde à porter, mais on invente des choses mineures, si on peut dire. Ça fait partie des travers de chez nous, de ne pas tout à fait se prendre au sérieux là-dedans. Ça, c'est culturel. Vous pouvez penser encore à Magritte, mais les personnages et aux auteurs de bande dessinée en font partie, évidemment. Ils se sont emparés d'un langage qu'ils n'ont pas inventé, et donc ils se sont emparés de ce langage-là, qui était propre à la presse, qui a succédé à celui des romans feuilletons. Eh bien, on a reproduit ça au XXe siècle avec la bande dessinée, qui ne coûtait pas beaucoup plus cher, au contraire, à publier, et qui, évolution technique d'impression aidant, arrivait à quelque chose, à un résultat qui nécessitait un talent de plus en plus sûr, à la fois pour dessiner et pour écrire. Donc ça, c'est pour moi historique. Dans ce rapport historique, apparaît évidemment Hergé, mais apparaissent aussi des journaux, apparaissent le journal de Spirou, depuis 1938, qui a besoin d'auteurs habitant pas loin. Et la troisième, qui est aussi essentielle, c'est qu'on a besoin, quand on est aux marges d'empires économiques, on a besoin d'être un peu plus inventif, plus audacieux, et de prendre des risques parfois que d'autres ne vont pas prendre. Et donc, quand la bande dessinée se développe véritablement en Europe, à part les journaux marginaux ou pour les enfants, très peu osent, dans les vrais éditeurs, se lancer là-dedans. Et il y en a un en 1938 à Bruxelles et à Charleroi, Dupuis, qui a déjà des magazines et qui comprend tout l'intérêt de faire le journal de Spirou. Il atteint des nouvelles tranches de lecteurs, il va garder des auteurs pour dessiner et travailler en même temps sur d'autres supports qui lui appartiennent, comme Bonne Soirée. Ce travail-là, de lancer un hebdomadaire pour les consacrer à la bande dessinée, en 1938, c'est quelque chose de rarissime. Et on va voir juste après la guerre le journal Tintin faire la même chose. Et la preuve de cet apport absolument indispensable de l'économique dans cette raison qui pousse à venir à Bruxelles, c'est que le journal de Tintin va mettre 2 ans à trouver un partenaire français. Et Raymond Leblanc, qui est l'éditeur ici à Bruxelles, va mettre 2 ans avant de trouver un jeune imprimeur talentueux à Paris, plus audacieux que les autres, qui s'appelle Georges Dargaud, qui ensemble, ils vont à 50-50 être sur le journal de Tintin, et puis à 50-50 sur le journal Le Pilote. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir qu'il y a un œil, une expertise propre à la Belgique dans le monde de la bande dessinée. Ce n'est pas innocent que le premier album publié par Dargaud, Benelux, à Bruxelles, soit 13. C'est-à-dire qu'à Paris, on n'en voulait pas. On ne trouvait pas ça très intéressant. Mais à Bruxelles, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et on s'est dit, mais ça a marché. Alors, est-ce que c'est parce que Vance, le dessinateur, et Van Damme étaient déjà tout ce qu'on veut? N'empêche qu'on n'a pas osé à Paris, on a osé le faire à Bruxelles. Et ce genre de démarche-là, de pensée populaire, on le fait, je dirais, comme on respire. Avoir l'audace de créer un centre de la bande dessinée, même chose. Je connais des personnes à Paris éminentes qui ont cherché à le faire à Paris. Je connais des ministres de la Culture français qui ont eu le projet sur leur bureau, qui n'ont jamais osé ou jamais tenté, sans doute parce que ça impliquait beaucoup d'autres choses que chez nous. Mais chez nous, c'était quelque chose de réalisable. À nos frais, bien entendu, pas avec l'argent de la culture. C'est essentiellement en Belgique aussi francophone, la bande dessinée, ou c'est aussi flamand? Nous, francophones, sommes sans doute les seuls à considérer chaque album de bande dessinée presque comme un beau livre.
et donc cartonnées, qu'on va ranger dans une bibliothèque et à laquelle on va peut-être consacrer 10, 20, 30 euros, allons savoir. Et donc ça donne un statut tout à fait particulier à la bande dessinée. Reste que, aujourd'hui, l'auteur de bande dessinée n'est même plus obligé de parler la même langue que son scénariste s'il est dessinateur et inversement. Donc ça nous permet aux éditeurs, ça permet à la quantité de monde de recruter un peu partout. Et ça force, je dirais, à avancer en même temps. Aujourd'hui, la création, en Belgique par exemple, elle est plus du côté néerlandophone que du côté francophone. Il y a une créativité formidable, mais attention, en termes surtout de récit. Pourquoi ? Parce que je pense que du côté francophone, on s'est longtemps arrêté à considérer que la bande dessinée était une matière à enseigner. On a développé des écoles d'enseignement supérieur en bande dessinée formidables, qui sont des outils étonnants. Des générations d'auteurs en sont sortis, mais des générations de dessinateurs de très grand talent, et parfois pas nécessairement de raconteurs d'histoire. Et donc, si on perd de vue qu'une bande dessinée, c'est d'abord un récit, avant d'être une construction de cases qui se suivent, on prend des années de retard. Et donc, aujourd'hui, la bande dessinée en Belgique flamande, elle est à la fois extrêmement populaire dans les albums souples, très bon marché, avec des scores qu'on n'imagine quasiment pas du côté francophone, et à la fois, elle est beaucoup plus inventive que la majeure partie de ce qui se produit en français. Mais je dirais qu'il arrive un moment où on s'en fout complètement, parce qu'un bel album publié en français, en néerlandais ou dans quelque autre langue que ce soit, ce qui va nous intéresser, nous lecteurs, c'est de savoir si ça m'emporte ou pas, si ça me fait rire, si ça me fait pleurer, si ça m'émeut. C'est ça qui compte. Et là, honnêtement, c'est absolument égal, qu'ils viennent de Liège ou de Chine ou d'ailleurs.